2019 sera une année décisive pour la majorité des pays africains, puisque nous aurons de nombreuses élections présidentielles et municipales qui se dérouleront à travers le continent. Et Waxy a tenu à profiter de votre présence au Ghana pour avoir vos perspectives et votre analyse sur les conditions et les attentes des élections futures, davantage pour le contexte ouest-africain, notamment le Sénégal, le Nigeria et beaucoup d'autres pays. Donc j'aimerais déjà que vous vous présentiez brièvement et nous allons sans plus tarder attaquer la suite. Bien, je suis le docteur Benjamin Lagoyer, je suis chercheur sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie et aussi sur les questions post-conflit, notamment les questions liées au désarmement, à la réintégration des ex-combattants et à la réforme de la sécurité. Ok, merci. Et quelle est donc votre analyse vis-à-vis des élections qui sont en train d'être préparées au niveau de l'Afrique de l'Ouest? Nous avons par exemple le cas du Nigeria qui a été renvoyé. Quelles sont vos perspectives par rapport aux élections de manière globale? D'abord, il faudrait souligner que c'est une très bonne chose que l'Afrique, pour une fois, finalement, notamment l'Afrique de l'Ouest, finalement, décide de s'embarquer dans un processus électoral. C'est un indicateur de démocratie, ça ne représente pas la démocratie dans sa totalité en termes de pratique, mais c'est déjà un bon indicateur qu'on puisse donner la parole au peuple pour pouvoir s'exprimer. Alors, s'agissant spécifiquement du Nigeria, il faut dire que je ne suis pas personnellement surpris par le report des élections. Pour avoir ces derniers mois suivi un peu le processus démocratique au Nigeria, et notamment le processus électoral, j'ai même écrit un article là-dessus il n'y a pas longtemps, paru dans Jeune Afrique. Je ne suis pas vraiment surpris pour deux ou trois raisons. Première raison, c'est que le Nigeria est en train de connaître, sans qu'on le veuille, sans qu'on le voie venir, un certain nombre de mutations démocratiques. Les dernières élections qui ont vu l'arrivée au pouvoir du président Buhari ont montré qu'il y a une sorte de résilience démocratique qui s'installe dans le pays au travers du travail de la commission de la INEC, le Independent National Electoral Commission, au travers de la commission électorale indépendante. La deuxième chose pour laquelle je ne suis pas surpris, c'est que c'est vrai que la commission a commencé à travailler depuis quelques années pour préparer ces élections, mais le Nigeria, c'est quand même 36 États, c'est quand même bientôt presque 200 millions d'habitants, c'est quand même au plan logistique beaucoup d'activités. Et donc, je pense que la commission a eu du mal à régler ce nombre de questions logistiques de dernière heure. La troisième raison, ce sont quelques changements institutionnels qui ont apparu il y a quelques 3-4 mois au Nigeria, notamment au niveau du système judiciaire, et qui a justement créé quelques inquiétudes au niveau de la classe politique, au niveau de la classe, au niveau des acteurs de la gouvernance au Nigeria. Donc toute la combinaison de tous ces facteurs font qu'on n'est pas totalement surpris du report des élections. Mais il faut savoir raison garder, il ne faut pas paniquer. Il vaut mieux prendre le temps de bien organiser un bon processus électoral que d'organiser un processus qui puisse aboutir à de la violence électorale notamment. S'agissant du Sénégal, je pense que là aussi c'est une élection en jeu. Vous avez vu ce qui s'est passé tout dernièrement avec certains candidats de poids, Khalifa Sall notamment à la capitale, et puis bon, le fils Ouad également, qui n'a pas pu être candidat. Bon, on se refait, on respecte le verdict de la décision du pouvoir judiciaire. Mais sans vouloir vous interrompre, que pensez-vous de ceux qui pensent que pour ce qui est de Karim Ouad et pour Fall également, qu'il s'agit d'un mouvement politique pour les éliminer de la campagne des présidentielles du 24 février? C'est une perception. C'est une perception qu'il faut respecter. C'est un regard qu'il faut respecter. Mais je pense que le Sénégal, si on suit l'histoire du Sénégal, ça a toujours été un pays qui a eu des avancées démocratiques importantes. C'est d'ailleurs le seul pays, l'un des rares pays où il n'y a pas de commission électorale véritablement, c'est le ministère de l'Intérieur qui organise les élections. Ça montre que sur le plan de la structure institutionnelle, le Sénégal regorge quand même est un pays quand même qui regorge de potentiel énorme en matière de gouvernance démocratique et notamment de gouvernance électorale. Mais ces derniers mois, ces dernières années, effectivement, il y a les raisons
d'être inquiet sur la situation au Sénégal, qui a toujours été un pays ouvert démocratiquement et qui n'a jamais été ce que les Anglais appellent closed states en matière d'ouverture démocratique. Donc il y a vraiment des raisons de s'inquiéter. Pour moi, c'est une transition, c'est une parenthèse démocratique, c'est une parenthèse contextuelle en matière d'ouverture du champ démocratique. Mais il faut en prendre, en tant que spécialiste de la gouvernance, sur les questions de démocratie, il faut prendre cela comme étant un indicateur à regarder de près pour pas que le Sénégal soit classé comme les pays qui ferment l'espace démocratique. Okay. Donc pour moi c'est une parenthèse, comme ça que je l'interprète. J'espère que les prochains processus électoraux seront beaucoup plus ouverts pour permettre aux populations sénégalaises de choisir le mieux d'entre eux pour diriger le pays. Ok, et actuellement, est-ce que vous pensez que la société civile dans son ensemble joue actuellement son rôle de manière efficace par rapport aux élections qui sont préparées en Afrique de l'Ouest? C'est une excellente question. Je pense que la société civile ouest-africaine a fait de nombreux efforts ces dernières années en matière de suivi du processus électoral, en matière de capacité à veiller et à alerter sur les processus électoraux et aussi en matière de sensibilisation citoyenne sur les processus électoraux. Mais c'est mon regard personnel, je pense qu'il y a encore d'énormes travaux à faire. Il y a encore beaucoup de choses à faire sur la société civile en Afrique de l'Ouest. Première chose à faire, c'est d'abord que la société civile ouest-africaine notamment se professionnalise davantage sur les questions de démocratie, mais particulièrement sur les questions électorales. Professionnaliser sur les questions électorales, j'aime souvent dire que l'élection est un métier. C'est un métier comme tout autre, c'est comme le métier d'électricien, c'est comme le métier de gestionnaire de projet. Donc il faut en maîtriser les articulations opérationnelles. Comment on gère une élection? Comment on conduit une élection? Comment est-ce qu'une élection se prépare? Quels sont les dispositifs normatifs, institutionnels qui encadrent l'élection? Je pense qu'il y a de nombreux efforts qui sont faits, comme j'ai dit tantôt, au niveau de la société civile ouest-africaine, mais il y a encore du travail à faire en matière de connaissances, qu'on appelle chez nous la connaissance épistémologique, la connaissance technique et opérationnelle de la matière électorale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau de la société civile ouest-africaine, c'est ce que j'appelle la capacité à s'autonomiser davantage. Je pense que la société civile ouest-africaine, c'est une grande difficulté qu'on connaît. Elle est encore très dépendante des bailleurs. Elle est encore très dépendante des partenaires extérieurs. Je vous dis, s'il n'y a pas de partenaires extérieurs qui est la société civile ouest-africaine, il n'y aura pas de société civile réellement. Donc il n'y a pas encore une sorte d'endogénisation, c'est-à-dire une capacité de la société civile ivoirienne de rentrer dans le corps institutionnel, dans le corps social africain. Il y a du travail à faire à ce niveau. Ça, c'est un long processus. Il faudrait que la société civile ouest-africaine puisse arriver à trouver des moyens endogènes pour pouvoir s'autonomiser, sans forcément être lié à un partenaire extérieur, etc. etc. Si vous prenez 100 acteurs de la société civile ouest-africaine, il y a au moins 98 qui dépendent des bailleurs extérieurs. Et ça, c'est un vrai défi, un vrai challenge pour pouvoir rendre autonome la société civile africaine à l'effet de mieux suivre les processus électoraux. Okay. Et comment est-ce que vous pensez que cette faible autonomisation affecte les élections qui s'organisent actuellement en Afrique de l'Ouest? Évidemment, cette faible autonomisation est une contrainte, peut représenter une contrainte à certains égards. Et parce qu'ils ont ce que les Anglais appellent les budget constraints. Parce qu'à partir du moment où ils ont des contraintes budgétaires, il y a des activités qui ne pourront pas mener, par exemple. Ils sont obligés d'être rattachés à une feuille de route que leur donne le bailleur. Ça, c'est une contrainte majeure. La deuxième contrainte également, c'est qu'ils ne peuvent pas faire la couverture nationale. Pour certains, ils n'ont pas forcément les moyens de couvrir l'ensemble du territoire. Parce qu'ils n'ont pas de moyens de pouvoir positionner des observateurs sur l'ensemble du territoire également. La troisième chose de contrainte d'ordre technique également, c'est que souvent, ils n'ont pas le temps de pouvoir assurer la gouvernance de l'élection en amont comme en aval. Ils sont obligés de choisir des segments bien particuliers. Et ça, c'est des contraintes énormes. Ok. Et est-ce qu'il y a des actions louables de la société civile que vous avez pu noter par rapport aux élections qui sont actuellement
organisée. Oui, très bien. Aujourd'hui, vous avez quand même, comme je l'ai dit tantôt, une société civile ouest-africaine qui fait de nombreux efforts. Et parmi ces actions, je peux en citer deux ou trois. La première action, c'est l'observation citoyenne aujourd'hui des élections en Afrique de l'Ouest. L'observation citoyenne des élections en Afrique de l'Ouest est assurée presque à 95% par les ONG en Afrique de l'Ouest. Ils arrivent donc à crédibiliser le processus électoral. Ça, c'est une action importante. Il y a 20 ans, il y a 30 ans en arrière, c'était de grandes organisations internationales, d'ONG internationales de l'extérieur qui venaient faire ce travail pour nous. Aujourd'hui, la société civile ouest-africaine en matière d'élection a aujourd'hui les outils pour faire de l'observation électorale. La deuxième chose, c'est ce que j'appelle l'observation également, la sensibilisation citoyenne. Aujourd'hui, les ONG ouest-africaines arrivent en tenant compte des spécificités culturelles, des spécificités politiques, des spécificités sociales et économiques des différents pays dans lesquels ils exercent, arrivent à sensibiliser la population sur ce que c'est que la démocratie, ce que c'est que l'élection, à sensibiliser la population sur la nécessité d'aller voter. Quel est le pouvoir que représente un citoyen d'aller voter? Parce qu'il y a bien longtemps, les populations africaines ne savaient pas les raisons pour lesquelles ils devaient aller voter. Il y avait des raisons exogènes à cela comme des raisons endogènes à cela. Mais aujourd'hui, les ONG arrivent quand même à activer ce qu'on appelle la participation citoyenne des populations. Puisque vous parlez justement de participation citoyenne, est-ce que vous pensez justement que les citoyens d'Afrique de l'Ouest jouent pleinement leur rôle pour assurer des élections fiables et crédibles? Il y a encore du chemin à parcourir, c'est vrai. Mais déjà, il faut savoir que les citoyens commencent de plus en plus à prendre conscience. Il y a des défis qui sont liés à la participation citoyenne des populations d'Afrique de l'Est. Il y a le défi de l'analphabétisme. Tu as 70% de la population ouest-africaine aujourd'hui qui ne sait ni lire, qui ne sait ni écrire. Ça, c'est un vrai défi. Ils ne savent pas ce que c'est que la démocratie. C'est vrai que dans nos coutumes africaines, à l'origine, historiquement, on avait une sorte de démocratie qui existait, mais les mécanismes de choix, les mécanismes d'élection ne sont pas les mêmes qu'on a. Donc, tu as cette forme d'analphabétisme. L'autre élément également, c'est le rôle de l'État. Les États africains ne jouent pas vraiment leur rôle de veille, leur rôle de sensibilisation, leur rôle de culture démocratique envers la population. D'abord, souvent, ils n'ont pas intérêt à aider la population à comprendre les enjeux de la démocratie électorale. Donc ça aussi, ce sont des facteurs inhibants, des facteurs qui bloquent structurellement les populations à participer. Mais dans l'ensemble, je pense qu'il y a des progrès qui sont visibles aujourd'hui, où on voit les populations africaines participer massivement. Moi, je pense personnellement que dans le cas du Nigeria, j'ai vu un peu les réactions des populations nigérianes par rapport au report d'une semaine des élections. Hein. Ils ont manifesté leur désarroi, ils ont dit par exemple à la commission, mais vous avez eu 4 ans pour organiser les élections, c'est pas maintenant, ça montre qu'il y a de l'enthousiasme à ce niveau. La deuxième chose, c'est que vous avez aussi des pays comme comme la Côte d'Ivoire, comme la Sierra Leone, j'étais en Sierra Leone, j'ai vu comment les populations déjà à 3h, 4h du matin, ils sont sortis déjà pour s'apprêter à voter lors des dernières élections en 2018, les élections présidentielles en 2018. Déjà à 4h du matin, la population s'est dans les rues. C'est pour vous dire qu'il y a de l'engouement qui est suscité en Afrique de l'Ouest au niveau des populations pour participer au choix de leurs représentants. Ok. Et quelles sont les actions clés que vous pensez que la société civile devrait cibler pour améliorer l'engagement citoyen dans le processus électoral jusqu'à la fin? D'abord, je pense que la société civile doit être permanemment, au niveau de chaque cycle électoral, permanemment travailler à la sensibilisation des électeurs. Ça, c'est extrêmement important. Et il ne faut pas attendre à 3 mois des élections ou à 6 mois des élections pour aller dans les localités et parler d'élections. Il faut que cela entre dans le cycle électoral. C'est-à-dire, si le cycle électoral est de 4 années, il faut que durant les 4 années, ce travail puisse se faire de façon permanente. La deuxième chose que je pense que la société civile ouest-africaine devrait faire, c'est de disposer des mécanismes d'alerte sur les enjeux électoraux. Okay. Ça, c'est extrêmement important. Les mécanismes d'alerte, souvent aussi, arrivent de façon conjoncturelle. Il faut aussi que ça soit structurel. Les mécanismes d'alerte, notamment sur la capacité
des États ouest-africains à organiser des élections transparentes, des élections inclusives, des élections crédibles, il faut que la société civile ouest-africaine travaille sur ça. La première chose, c'est ce que j'appelle la question de la capacité de la société civile ouest-africaine à se rendre crédible vis-à-vis des acteurs étatiques. Parce qu'il ne faut pas qu'on se le cache, vous êtes une structure qui travaille à la promotion et au renforcement de la société civile ouest-africaine. Il y a encore beaucoup de facteurs qui inhibent, qui empêchent la société civile ouest-africaine à être une société civile forte et respectée. Les questions de la corruption, les questions de la mauvaise gouvernance, etc. Ce sont des choses sur lesquelles il faut travailler pour que la société civile ouest-africaine soit vraiment une société civile crédible. Je sais qu'il y a de nombreux efforts qui sont faits, je sais qu'il y a beaucoup de sociétés civiles, d'acteurs de la société civile en Afrique de l'Ouest qui font des travaux exceptionnels, qui sont crédibles et qui... Quel nom que vous appréciez? Bon, vous avez par exemple ici au Ghana, CDD par exemple, le Centre de démocratie ici au Ghana qui fait du travail exceptionnel. Vous avez WANEP, West Africa for Network of Peace. Ce sont des organisations aujourd'hui qui quand même ont de la notoriété, même si il reste encore des défis à relever, mais qui ont la notoriété. Vous avez en Côte d'Ivoire, par exemple, la plateforme électorale pour les élections en Côte d'Ivoire, la POICI, vous avez la Convention de la société civile en Côte d'Ivoire. Vous avez plus qui font des efforts. Je ne dis pas que tout est parfait, mais il y a des efforts. Vous avez en Sierra Leone, par exemple, le réseau des acteurs de la société civile sierra-léonaise, qui depuis, après la guerre civile en 2002, a repris en main le processus démocratique. Vous avez au Sierra Leone une radio qu'on appelle Radio Démocratie, qui fait de nombreux travaux. Donc il y a vraiment, et géré par les acteurs de la société civile. Vous avez au Nigeria aussi toute la coalition de la société civile nigériane aussi, selon les États, qui font également et ce qui est intéressant aujourd'hui, vous avez même des organisations, ce qu'on appelle les community-based organizations, les organisations communautaires de base, qui sont des acteurs de la société civile, qui font des activités importantes. Vous avez même les religions aujourd'hui, qui sont aussi des acteurs de la société civile. Vous avez les réseaux de magistrats, d'avocats, ce sont tous des acteurs de la société civile qui font des travaux. Ce qu'il faut aujourd'hui pour la société civile africaine, c'est de structurer toutes ces activités. C'est de structurer toutes ces interventions et travailler non pas en antagonisme avec les acteurs étatiques, mais travailler de façon complémentaire avec les acteurs étatiques pour parvenir véritablement à une gouvernance démocratique fiable et viable pour l'Afrique de l'Ouest. Ok. Voici également au niveau de nos différentes activités, nous avons des activités de veille au niveau de l'espace physique. Nous traçons et collectons les données par rapport à tout ce qui se déroule. Et nous avons constaté pour le cas de l'année dernière que sur 121 cas, il y a plus de 23 cas qui renvoient aux élections. Et pour prendre également l'actualité récente au niveau du Sénégal, il a été mentionné par le ministère de l'Intérieur justement, auquel vous avez fait référence, qu'environ 213 000 électeurs n'ont toujours pas de carte de vote, sans compter également le report actuel de l'INEC au niveau du Nigeria. Quels sont donc, au regard de ces facteurs, vos craintes par rapport à l'avenir des élections pour cette année et au-delà en Afrique de l'Ouest? Quelles sont vos craintes? Non, je pense qu'il y a des craintes légitimes. L'une des craintes qu'on peut soulever, c'est la désaffection des populations vis-à-vis des élections. Parce qu'ils estiment, les populations, elles peuvent estimer qu'il ne sert à rien d'aller voter parce que le système électoral est déjà vicié. Donc ça, c'est une crainte énorme, que les populations puissent ne plus avoir confiance au processus électoral. Et pour moi, en tant qu'analyste, en tant que chercheur, c'est une grande crainte. La deuxième crainte aussi, c'est le manque de légitimité des institutions qui sortent des élections. Parce que s'il n'y a pas une participation accrue des populations, une participation respectable des populations, les institutions qui vont sortir de ces élections peuvent ne pas être légitimes. Et en ce moment-là, il y a de vraies craintes de violence et même de conflits. Et on va retourner à la case de départ, comme ce qu'on a connu des années 1990 en Afrique de l'Ouest, où il y avait c'était devenu une zone conflictuelle en termes de guerre civile. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut craindre. Ok. Et est-ce qu'il y a un dernier mot, un dernier point que vous aimeriez relever? Personnellement, je pense qu'il faut féliciter WACSI, West Africa for Civil Society. Je pense que vous faites un travail extraordinaire. Je crois que pour que la démocratie puisse être renforcée davantage en Afrique de l'Ouest, il faut une forte société civile.
cette forte société civile doit être voulue par les acteurs étatiques et aussi par les acteurs, je vais dire les acteurs non étatiques, les organisations non gouvernementales, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait la voix des sans-voix puisse être entendue. Parce qu'en réalité, la société civile représente la voix des sans-voix. La deuxième chose, c'est que il faut promouvoir les bonnes pratiques de gouvernance démocratique. Et les bonnes pratiques de gouvernance démocratique doivent être promues par, pour moi, la société civile. Au regard du fait que les acteurs étatiques, très souvent, n'ont pas intérêt à faire en sorte que la démocratie soit partagée, les valeurs démocratiques soient partagées au sein des populations. Et vous savez de quoi je parle. Il y a des exemples en Afrique qui le montrent. Mais c'est aux acteurs de la société civile de prendre des risques. Comme j'aime souvent le dire, quand on est un acteur de la société civile, we need to pay the price. Il y a un prix à payer. Vous regardez dans les grandes démocraties occidentales, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, les acteurs de la société civile qu'on fait émerger le processus démocratique aujourd'hui aux États-Unis comme en Europe occidentale, on paye le prix. Et on ne devient pas acteur de la société civile en vain. On le devient par conviction. Donc, il nous faut avoir des acteurs de la société civile qui soient prêts à payer le prix. Si vous n'êtes pas prêt à payer le prix, c'est-à-dire à payer le prix de la lutte démocratique, à payer le prix pour faire en sorte que les générations qui arrivent dans 2, 3, 4, 5 générations puissent vivre dans un espace démocratique viable pour que les autorités qui sont choisies, qui sont issues de ces processus électoraux soient des autorités légitimes et qui favorisent le social, qui favorisent l'économie et qui favorisent un développement harmonieux pour les populations. Parce que ce que nous recherchons aujourd'hui, c'est de faire en sorte que l'Afrique de l'Ouest, notamment, ne puisse plus avoir au moins plus de 70% de ces populations qui vivent à moins d'$1 par jour. Et la démocratie doit participer à favoriser le développement inclusif, à favoriser le développement social et économique harmonieux pour toutes les populations, c'est-à-dire la santé, l'éducation pour toutes les populations. Voilà un peu mon dernier mot.